Nous sommes des nains sur des épaules de géants. C'est ce que j'ai pensé quand est sorti fin 2022 Dandadan, écrit par Tatsu Yukinobu. Comme élément marketing, celui-ci était présenté comme l'élève et l'assistant de Tatsuki Fujimoto, auteur de Chainsaw Man, un manga et un animé qui déchire un petit peu en ce moment. En son temps, Takehiko Inoue aussi était présenté uniquement comme l'assistant de son maître, lui qui a pourtant été l'auteur de Real, de Slam Dunk ou de Vagabond, des œuvres majeures du manga. Pourtant, on l'a fublé d'un héritage à porter, celui d'avoir été l'élève et l'assistant de Tsukasa Ojo, mangaka à l'origine de Cat Size, mais surtout de City Hunter, ou Nicky Larson, pour les franco-français. C'est en déroulant ces arbres généalogiques d'auteurs que m'est venu à l'esprit de parler de l'histoire de ces mangaka, de comment ils ont réussi à percer dans le milieu, d'où ils viennent, et de comment ils ont mis à profit l'enseignement de leurs années pour se retrouver à la place qu'est la leur aujourd'hui. Lors de mes recherches, je suis tombé sur un amas d'informations qui pourraient s'apparenter à un sac de nœuds. Dès que je tirais un fil, d'autres fils apparaissaient, m'amenant davantage d'informations et davantage d'interrogations. Ainsi, je vais essayer de vous livrer du mieux que je peux toutes ces informations qui valent le coup d'être retenues, concernant ces véritables dynasties d'auteurs. Et comme toute dynastie, celles-ci ont forcément un patriarche. Et pour nous, ce ne sera rien d'autre que le maître Tsukasa Ojo. Commençons par le commencement. Tsukasa Ojo est né le 5 mars 1959 à Kokura, dans le sud du Japon. Originellement, Kokura devait être l'une des villes bombardées par les Américains en 1945. Mais à cause de la météo, ça a été Nagasaki qui le fut. De fait, si le ciel avait été plus clément, on n'aurait jamais connu Tsukasa Ojo. Et ça, c'est loin d'être le seul coup du destin qu'a connu Ojo. Élevé dans une famille modeste, comprenez pauvre, Ojo s'évade de son quotidien grâce au cinéma, au roman et à la lecture. Par contre, malgré ce qui allait arriver dans sa vie, le poteau s'est jamais intéressé au manga. En fait, quand il était petit, il s'amusait à dessiner des mangas pour ses amis d'école, et il y a un prof qui l'a surpris et qui l'a démonté. Du coup, ça l'a complètement dégoûté du dessin, de la primaire jusqu'au collège. Du coup, Ojo, il se plonge à corps perdu dans le cinéma et la littérature. Et c'est un peu grâce à ça qu'il cultive son goût de la mise en scène et du rythme d'un récit. En 3e année de collège, qui correspond plutôt à la 4e chez nous, Ojo, grâce à un de ses potes de collège, se dit que pourquoi pas se remettre à dessiner. Son pote est fan de manga et veut participer au concours Tezuka. Le concours Tezuka, c'est un concours du nom du père des mangas, c'est comme ça qu'il est présenté, Osamu Tezuka. A l'époque, ce type de concours, c'est quasiment la garantie de faire carrière. Mais ça, Tsukasa Ojo, ils s'en bat les reins. Lui, tout ce qu'il veut, c'est faire plaisir à son poteau. Évidemment, le manga qu'ils envoient ne reçoit aucun prix, mais ça permet à Ojo de retrouver un petit peu goût à la BD japonaise. Alors, avec ses potes, il commence à réaliser un fanzine, un magazine de fans. Et il y publie justement dans ce magazine une de ses premières œuvres, Space Angel. Alors si vous faites bien attention, vous allez voir que le mot Angel, il revient souvent dans la vie de Tsukasa Ojo. Il travaille en parallèle sur la réalisation de son propre court-métrage. Parce que je le rappelle, à l'époque, Ojo, il s'en balance de devenir mangaka. Lui, ce qu'il veut, c'est devenir réalisateur. Soit de publicité, soit de film, soit d'animé. Mais à ce moment-là, Ojo, c'est personne. Il est pas connu et il a pas une thune. Du coup, il est obligé de trouver un moyen de gagner de l'argent pour acheter tout ce qui est matériaux, caméra et tout ce qu'on veut pour pouvoir réaliser ses rêves. Alors il commence à enchaîner les petits boulots, les baito comme on les appelle au Japon. Mais Tsukasa, il se rend compte que le plus de temps il passe à faire des petits boulots, moins de temps il passe à perfectionner ses techniques et du coup à travailler sur ses loisirs et ses projets. Alors il commence à participer à de plus en plus de concours de manga, parce qu'à chaque concours, les premiers prix, ils remportent une certaine somme. Et ça va finir par payer. Petit bond dans le temps et Ojo est à l'université. Malheureusement, son père décède et il n'a pas d'autre choix que de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Son quotidien se compose alors de cours, de petits boulots et de réalisation de petits mangas pour participer à des concours, toujours pas pour faire carrière, mais pour remplir son assiette. Bon, il garde un peu de temps pour ses loisirs, que ce soit le cinéma ou la littérature, parce que c'est ce qu'il fait kiffer. Mais c'est pas tout, parce que Ojo, il fait pas des journées de 24 heures comme tout le monde, il fait des journées de 46 heures, on sait pas comment il fait. Il continue avec ses amis de travailler sur la réalisation de films, d'animés et de mangas. Et il réentend parler par un de ses potes du concours Tezuka. Sauf que cette fois-ci, c'est plus juste pour participer en tant qu'amateur, mais c'est pour gagner de l'argent. Bah ouais, le premier prix, c'est à peu près 7000 €. Et il se dit qu'à 7000 €, il peut se mettre à l'abri pendant quelques temps, et surtout, acheter du matos. Alors il reprend son manga Space Angel qu'il avait publié de façon amateur dans son magazine, il le retravaille,
et il envoie au concours. À ce moment, Hojo, il savait même pas que le concours Tezuka, il était organisé par le Weekly Shonen Jump. Alors le Weekly Shonen Jump, pour vous indiquer un petit peu, c'est vraiment le magazine le plus connu de tous les temps au niveau manga. Il a publié Dragon Ball, One Piece et Naruto. Mais ça, Hojo, il sait pas. Déjà parce que ses œuvres sont sorties dans le futur, pour lui, mais surtout parce qu'il a jamais lu le Shonen Jump de sa vie. Bah devinez quoi. Space Angel finit second du concours. Il remporte alors 1500 balles qu'il décide de mettre de côté. Pas du tout! Il investit tout ce qu'il a gagné dans son matos et dans ses films. À ce moment-là, il veut toujours travailler dans le cinéma. Hein. Mais à la Shueisha, l'entreprise détentrice du Jump, à partir du moment où on te publie ton œuvre, bah on te colle un éditeur. C'est un gars qui est censé t'aider à améliorer ton travail et à toujours partir dans les bonnes directions. Et l'éditeur qu'on colle à Tsukasa Hojo, il s'appelle Nobuhiko Horie. Et retenez bien ce nom parce que Horie l'a jamais lâché depuis cette époque. 1979 pour vous indiquer un petit peu. Horie, il pousse Hojo à sortir le meilleur manga possible. Il le fait bosser comme un narvalo. Et en 1980, Hojo publie son premier one-shot dans le Jump. Je suis un homme. Une histoire traitant des relations entre les garçons d'un certain lycée et les filles d'un autre lycée, qui se retrouvent, malgré eux, à partager le même dortoir, mais dont le style de vie s'oppose. L'un traditionnel et l'autre occidental. Mais Hojo, il est pas du tout satisfait de son travail. Mais il s'en fout. Maintenant, il est auteur publié. Alors, comme d'habitude, avec le Jump, ils lui font signer un contrat classique. Un contrat d'exclusivité liant Hojo et son travail au Jump pendant une période donnée. En général, 1 an. Tsukasa Hojo a alors 21 ans et est devenu mangaka professionnel. Après Je suis un homme, il continue de publier 2-3 histoires, mais pas vraiment folichonne. Jusqu'en 1981, année où il livre à la Shueisha un petit one-shot s'intitulant Sexy Dynamite Girl. Et si le titre ne vous parle pas, je pense que le synopsis va un petit peu vous éclairer. Le jour, les 3 sœurs Kisugi tiennent le café Cat Size. La nuit, elles endossent leur tenue de cambrioleuse. C'est en effet le one-shot qui lancera la série Cat Size. Les éditeurs sont amoureux du one-shot et les lecteurs kiffent leur race. Mais genre vraiment. Mais l'histoire devait se limiter à un one-shot. Hojo, il avait pas prévu de faire de suite. Sauf que Horie, là, le gars que je vous ai pas oublié, il propose l'idée aux éditeurs du Jump de faire de Sexy Dynamite Girl une série. Et ça, il le dit pas du tout à Hojo. Et comme par hasard, tous les éditeurs se disent « Mais putain, c'est une tellement bonne idée !» Du coup, on passe du one-shot isolé de quelques pages au souhait de réaliser une série en plusieurs chapitres et pourquoi pas plusieurs tomes. En 48 heures, Horie fait déménager Hojo à Tokyo pour qu'il se rapproche de la maison d'édition, il lui trouve un local, il lui trouve un appart et il lui trouve des assistants. En 48 heures. C'est comme si vous, là, vous étiez tranquillement chez vous, en vous donnant un coup de téléphone, on vous disait « Ok, toi, tu déménages maintenant à 600 km de chez toi, je te trouve un appart, des collègues, un local, et tu peux dire au revoir à ta famille que tu reverras quand tu auras le temps. » Bah, c'est ce qui se passe. Du coup, Hojo, il a pas d'autre choix que de travailler sur sa série, et le 16 juin 1981, paraît dans le Weekly Shonen Jump le premier chapitre, non pas de Sexy Dynamite Girl, qui a été renommé, mais de Cat Size. Le succès, il est immédiat. Cat Size commence même à être l'un des fers de lance du Jump et à contribuer à ses ventes. Mais je vous rappelle qu'Hojo de base, c'était le ciné qui visait. Sauf que devant le succès de Cat Size, devant les lecteurs en liesse, les éditeurs ravis et l'argent qui rentre, il se dit que finalement, devenir mangaka, c'est pas plus mal. Pour un mangaka débutant, il y a 3 étapes. Être publié, être stérilisé et avoir une adaptation en animé. Et seulement 2 ans après sa première publication, en 1983, c'est chose faite, Cat Size est diffusé dans un animé qui s'appelle Cat Size. La série arrive chez nous sous le nom signé Cat Size, avec un S en plus, on sait pas pourquoi, et on lui met un petit générique qui franchement tabasse. À ce moment-là, Hojo, c'est le GOAT, et il a une série qui cartonne, et ce que fait parfois le Jump avec les auteurs qui cartonnent, on lui propose de faire un petit one-shot, une petite série, pour un épisode spécial. Et du coup, à ce moment-là, il réfléchit, et il pense à un personnage de Cat Size qu'il aime bien. Il s'en inspire, et écrit le petit one-shot XYZ. L'histoire d'un nettoyeur / tueur à gages qui prend ses missions sur le tableau de bord de la gare de Shinjuku.
Ça me parle. Le personnage principal est un héros dragueur, badass et tellement classe que les éditeurs et les fans sont devant un coup de foudre absolu. Du coup, c'est décidé. Après la fin de Katsai, Hojo devra enchaîner en publiant une série inspirée de ce one-shot XYZ, qu'il va renommer City Hunter. La justice s'appelle l'Uniki. Du coup, 1985 arrive, Katsai s'arrête et City Hunter se lance. Le scénario est un peu revu et affiné. Tokyo, années 80. Ryo Saiba, Nicky Larson, est un homme de l'ombre, un nettoyeur. Filature, protection rapprochée, parfois meurtre. Il accepte n'importe quel travail du moment que le cœur du client fait vibrer le sien. Son partenaire, Hideyuki Makimura, est un ancien policier. Un jour, Makimura est assassiné par le cartel Union TOP. Sa sœur, Kaori, décide de prendre la relève de son frère comme partenaire. Et le démarrage est galère! Vraiment, c'est super dur pour City Hunter au début. On dit que le manga est trop sombre, trop froid, trop complexe, vraiment pas du tout shonen. Mais Hojo, il est pas con, il est à l'écoute du marché, il est à l'écoute de ce qui se passe. Du coup, il revoit très rapidement son manga, il prend une direction plus légère en ajoutant des gags comiques et des gags un petit peu sexy, et ces changements vont conduire City Hunter au succès. On assiste alors au paroxysme du style d'Hojo, un dessin réaliste servant une histoire parfois sombre, mais ponctuée et désamorcée par des situations humoristiques, des gags ou des planches traitant l'anatomie féminine avec sensualité. Alors j'appuie vraiment ce point-là parce qu'à l'époque, Hojo était vraiment apprécié et reconnu pour dessiner des très belles femmes et jamais tomber dans le ecchi ou dans le hentai, toujours vraiment garder une espèce de sensualité sans tomber dans le vulgaire. Mais le succès vient rarement seul, et avec la réussite vient la polémique. On taxe City Hunter d'être un manga sexiste, à la limite du pervers, dressant la femme comme un objet sexuel et de désir. Cependant, la polémique, elle dure 2 secondes. Hein. Que ce soit pour les héroïnes de Katsai ou celles de City Hunter, Hojo fait toujours en sorte de dresser des héroïnes super badass, super classe, super fortes, certaines jouant de leur sensualité, de leur corps féminin pour arriver à leur fin, d'autres clairement ne s'en utilisant pas du tout, parfois le reniant, et la consécration va même jusqu'à aller à être le premier mangaka à faire la page, la une du Shonen Jump avec des personnages uniquement féminins. Donc on peut clairement dire que Hojo a un don exceptionnel pour écrire les personnages féminins. Dans tes dents, Kishimoto. En 87, comme ce fut le cas avec Katsai, City Hunter est adapté en animé. Et c'est là que ça va devenir un carton national, mais surtout international. Hojo, il devient connu mondialement. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, pour les plus d'entre vous, City Hunter, ça a été diffusé en France. Ça a été renommé Nicky Larson, et ça a fait les belles heures du Club Dorothée. Je sais pas si même vous vous rappelez du générique. Moi, parfois je l'écoute pour le kiff. Bon, obligé d'en parler, Nicky Larson devient également très connu en France à cause de ses doublages... Le voleur, je suis le voleur, je suis méchant. Que je suis méchant. Ouais, je vais faire bobo. Culte, on va dire. Et City Hunter, ça a beau avoir été publié il y a presque 40 ans, il y a toujours son héritage qui se poursuit. En vrac, on a un film, 2 films, une suite non officielle, et même une réédition l'année dernière chez Panini Manga. Il est beau, hein. Mais qui dit héritage dit aussi mort. Et celle de City Hunter est pas vraiment grandiose. This is the end. On est en 91. Et Hojo et la Shueisha ne sont plus du tout d'accord. La Shueisha veut que City Hunter prenne une certaine direction et Hojo veut en prendre une autre. Ça culmine carrément jusqu'au moment où le Jump va demander à Hojo, enfin demander parce que c'est surtout une obligation, d'arrêter City Hunter. Alors que Hojo, il est au sommet de sa gloire, City Hunter aussi, et que lui, il voulait continuer City Hunter. Carrément, ça va le traumatiser. Il va même se commencer à se demander si le manga, c'est vraiment pour lui. En plus, après City Hunter et Katsai, Hojo, on le catalogue comme un mangaka de shonen d'action. Et du coup, comme chaque artiste que l'on catalogue, bah il va détruire son propre style. D'abord avec un recueil, Le Cadeau de l'Ange, puis avec Le Temps des Cerisiers et Sous un rayon de soleil, qui sont tous plus axés sur le côté relations humaines, sentiments, et parfois romance. Mais le plus gros contre-pied à son style habituel va être avec la publication de La Mélodie de Jenny, traitant de plusieurs destins brisés par la Seconde Guerre mondiale au Japon.
Alors, du coup, on est très loin des blagues grivoises et des marteaux de 1000 tomes de City Hunter. Le divorce va finalement s'opérer en 96 avec la publication de Family Compo, un manga traitant d'identité sexuelle et de transsexualisation, qui sera publié du coup chez Manga Allman et pas dans le Jump. Bien que Manga Allman appartienne quand même à la Shueisha. Petit aparté, vous vous rendez compte du génie et de l'avance du gars? Le gars publie un manga sur l'identité sexuelle en 96, alors que je trouve qu'aujourd'hui le débat est encore présent et qui commence à peine depuis les 5-10 dernières années à vraiment être au cœur de notre société. Le gars il a fait ça en 96, j'étais même pas né. Et c'est finalement en 2000 qu'Hojo quitte définitivement la Shueisha, son contrat ne court plus, il n'est plus en exclusivité et il est maintenant libre. Mais avant de vous parler de la suite de son travail, je voudrais d'abord parler de la personnalité du type. S'il y a un trait qui ressort de Tsukasa Hojo, en tout cas au niveau personnel, c'est sa sympathie et sa fidélité amicale. Que ce soit en primaire, au collège, à l'université ou dans le milieu pro, le gars a jamais cessé d'encourager et d'aider ses amis. Et pour ce qui est de ses amis et de son entourage, Hojo, il a une ribambelle d'amis et d'entourage qui sont assez connus. Tout d'abord, ses deux plus fidèles potes, on a Orie, son éditeur du début, vous saviez, je vous ai dit de pas l'oublier, j'espère que vous l'avez pas oublié. Le mec qui l'a lancé et qui lui a tracé une voie vers l'autoroute du succès, mais surtout, Tetsuo Hara, l'auteur d'Hokuto no Ken, de Ken, le fucking survivant, Paye ton meilleur pote. Il compte également dans son cercle proche Akira Kamiya, le seiyuu officiel ou le doubleur si vous préférez de Kenshiro, de Ryo Saiba, de Garlic Junior ou encore du détective de Détective Conan. Il compte pour ami également Tsugihara Ryuji, mangaka dont aucune œuvre ne nous est parvenue mais qui a compté parmi ses assistants Takeshi Obata, le dessinateur de Death Note et de Bakuman, excusez du peu. Et en parlant d'assistants, Hojo, il a pu compter parmi eux Umezawa, auteur de Bremen, mais surtout Takehiko fucking Inoue, auteur de Slam Dunk, des Real et de Vagabond. On reviendra sur lui dans une prochaine vidéo, vous allez voir. Hojo est également marié et père d'une petite fille. Et dans mes recherches, au niveau de sa personnalité, s'il y a bien un point que j'ai trouvé, que ce soit amicalement, amoureusement parlant, familièrement parlant ou professionnellement parlant, c'est que le gars est dévoué, est un amour et qui donne tout pour les gens qu'il aime. Comme Ryo Saiba. Comme quoi. Ainsi, c'est sans surprise qu'avec son entourage, Hara, Kamiya et Tsugihara, ils lancent leur propre société qui s'appelle Coamix. Had to work hard, struggle just to be me. À la tête de sa propre maison d'édition, ça y est, Hojo il publie comme il veut et ce qu'il veut. Parce que sa maison d'édition, elle a son propre magazine, enfin ses propres magazines, comme le Weekly Comic Bunch. Alors je sais pas comment ça se prononce, désolé. Il y publia justement la suite non officielle de City Hunter, une espèce de suite dans un univers parallèle, Angel Heart. Je vous avais dit que Angel revenait dans sa vie. Cette suite fait vraiment écho au fait que le Jump ne lui a pas permis de dessiner la fin de City Hunter comme il voulait, alors il s'est dit, je la fais dans mon magazine à moi. Il publia d'ailleurs la suite de Angel Heart 1, Angel Heart 2, dans un autre de ses magazines, le Monthly Comic Zenon. De nos jours, il est toujours impliqué dans le monde du manga, mais moins en tant qu'auteur qu'en tant qu'éditeur. Il est beaucoup moins prolifique qu'avant. Il s'occupe surtout de gérer sa société. Et en vrai, on peut rien lui enlever parce que sa société, c'est une putain de réussite. Il a réussi à publier. Alors 2 secondes. Arte, Angel Art, Betum, Valkyrie Apocalypse, ou encore Katsai, suite spirituelle de Katsai, sont pas foulés pour le nom. Je sais pas si vous vous rappelez, mais le rêve de Hojo quand il était petit, c'était de réaliser un film. Ou en tout cas bosser dans le cinéma. Bah en 2019, il a co-réalisé un film. Un film muet, mais un film quand même. Il s'appelle Angel Sign le film. Angel. Encore. Le gars, parce qu'il s'arrête jamais, il est même membre d'un groupe. Un groupe de vocaloïdes, certes. En gros, un vocaloïde, c'est aucun membre physique que des membres virtuels. Et le groupe s'appelle Mana. Bon, il chante pas et il fait pas de musique, mais il est quand même en charge de l'identité visuelle du groupe. Pour
conclure, on peut pas dire que Tsukasa Hojo était un vrai amoureux du manga au sens propre du terme. Comme on l'a vu, il est presque devenu mangaka par hasard. Et il a failli même ne jamais exister d'ailleurs. En vrai, il préfère largement la littérature et le cinéma. Et malgré ça, Hojo, il a quand même réussi à créer un univers, des histoires et un héritage qu'il a réussi à transmettre aux éditeurs, aux lecteurs et aux assistants. Il le dit lui-même, pour lui, être créateur, c'est pas forcément créer la meilleure histoire possible. C'est surtout créer quelque chose de fun, de créer quelque chose qui fera réagir le spectateur. Peu importe comment. Il dit lui-même que pour lui, ses œuvres ne lui appartiennent pas. Elle appartient à chaque lecteur. Chacun appréciera une œuvre selon son propre spectre, selon ses propres sentiments. Et c'est à ce sens que chaque œuvre appartient à chaque lecteur ou à chaque spectateur qui a pu la côtoyer. C'est pour ça, justement, qu'il préfère le cinéma au manga. Parce que pour lui, le cinéma est le média qui le fait le plus ressentir de choses. Tsukasa Hojo, il a construit un héritage, c'est indéniable. Héritage qu'il a essayé de transmettre à ses assistants, en leur inculquant surtout à consommer d'autres médias que le manga. Cinéma ou littérature, comme il l'a lui-même fait, mais tout autre média ou toute autre expérience est bon à prendre et à inculquer dans un manga. Car selon lui, c'est justement en s'imprégnant de ces autres médias, de sa propre vie, de sa propre culture, que l'on crée sa propre voix, son propre style. Et il ne fait nul doute que cette doctrine, Hojo, il l'a bien transmis à l'ensemble de sa dynastie. Car après tout, nous ne sommes que des nains sur des épaules de géants. Voilà.